Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Liban, chef-d'œuvre en péril ». Il est chapeauté ainsi, déjà épuisé par la kleptocratie, les difficultés économiques et les tensions confessionnelles, le Liban est au bord du précipice depuis les offensives meurtrières lancées par l'armée israélienne fin septembre contre les places fortes du Hezbollah. Et un effondrement complet de l'État pourrait bien réveiller les fantômes de la guerre civile de 1975-1990. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi ce pays, naguère la perle du Proche-Orient, phare culturel et prospère, est-il devenu l'otage malheureux de ses belliqueux voisins ? Notre prochain enregistrement aura lieu dimanche 17 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Nous mettrons en ligne mercredi le 3e des 4 épisodes de notre conversation avec Aliette Martin et Olivier Giel, qui totalisent à eux deux un siècle au service de la comédie française et qui nous éclaireront sur le fonctionnement et les mystères de la maison de Molière. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Et enfin, j'ai constaté avec plaisir que certains d'entre vous avaient anticipé mon appel et avaient déjà envoyé leur contribution à notre fonctionnement. Vous savez à quel point ces contributions sont essentielles. Venons-en maintenant à deux sujets, ou plutôt au sujet que nous avons décidé d'aborder en le divisant en deux parties, l'élection, la situation aux États-Unis et les conséquences pour l'Europe et pour la France. Aux États-Unis, donc, 3 ans après avoir quitté le bureau ovale, Donald Trump a été élu 47e président des 244 millions de citoyens américains. Pour la première fois depuis 2004, les républicains ont emporté le vote populaire, en plus d'une nette majorité de grands électeurs. Selon les dernières projections, 64,5% des Américains ont voté, soit la deuxième plus forte participation depuis 1908, juste derrière 2020. Donald Trump a remporté la totalité des États pivots, tandis que son parti a décroché dans le même temps la majorité au Sénat. C'est la première fois qu'un candidat républicain remporte le vote populaire depuis George W. Bush en 2004 et la seconde fois qu'un président est réélu pour un second mandat non consécutif depuis Grover Cleveland en 1892. L'ampleur de cette victoire haut la main provoque la surprise, les sondages ayant longtemps été favorables à Kamala Harris, puis les deux candidats ayant été annoncés au coude à coude au cours des dernières semaines et même des derniers jours de la campagne. Élu une première fois en 2016, battu en 2020 par Joe Biden lors d'un scrutin dont il n'a jamais reconnu les résultats, Donald Trump a revendiqué une victoire politique jamais vue dans le pays et promis un nouvel âge d'or aux Américains. Sa victoire, le candidat républicain la doit à une stratégie électorale risquée, misée d'abord sur l'Amérique rurale. Il a rassemblé 55% des voix chez les Blancs non diplômés et 60% dans les campagnes, un socle ultra solide qui s'est aussi élargi. Trump fait mieux qu'en 2020 dans quasiment tous les groupes démographiques, dont certains piliers de l'électorat démocrate, les femmes, plus 2 points qu'en 2020, les hispaniques, plus 6 points, les afro-américains, plus 7, et surtout les jeunes hommes, plus 15%. À l'inverse, Kamala Harris ne progresse que chez les femmes diplômées et échoue à mobiliser sur l'avortement et la défense de la démocratie. Elle réalise 80% des votes chez ceux plaçant ces deux thèmes comme priorité, mais cela est compensé intégralement par les 80% de votes contraires chez ceux favorisant l'immigration ou l'économie. Au lendemain du scrutin, Kamala Harris a reconnu sa défaite,
Après avoir appelé son adversaire pour le féliciter, la candidate démocrate a appelé ses soutiens à accepter les résultats. Au lendemain de la victoire de Donald Trump, la bourse américaine s'est envolée, le dollar a connu sa plus forte hausse depuis 8 ans, le bitcoin soutenu par Trump a dépassé pour la première fois les 75 000 $. Sur cette question, Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Nous voulions croire que Donald Trump allait perdre et au fond, ce qui est très intéressant, alors que ça, comme vous venez de le dire, sa victoire a été nette, c'est que nous nous attendions à vivre une élection compliquée, à passer des jours et des jours à regarder les procédures judiciaires. Et donc, ce qui est important, c'est de s'apercevoir combien nous aussi, sans doute, nous étions dans une forme de déni de réalité. La deuxième chose qui me frappe, c'est le fait que Kamala Harris, qui était une icône il y a encore quelques jours, se retrouve brusquement accusée d'être, au fond, avoir été une mauvaise candidate, alors même qu'il me semble que ce qui est fondamental, c'est que d'une certaine manière, le Trumpisme, à travers ce que vous venez de dire, une victoire nette, remporter l'ensemble des États pivots, ça signifie surtout que le Trumpisme a gagné une beaucoup plus large partie de la société américaine et que ça, les sondages, la manière dont on mesure le lien entre la société et ceux qui se présentent à ces suffrages, les sondages n'avaient pas du tout permis de l'anticiper. Alors pourquoi ? Il n'y a pas d'explication nette. Il y a l'idée que sans doute les électeurs, ceux qui ont voté pour Trump, répondent moins aux sondages. Donc on se retrouve face à l'idée qu'au fond, on n'arrive pas à mesurer le fait que certains citoyens se mettent de côté du système, y compris lorsqu'il s'agit de mesurer le fait de savoir ce qu'ils vont voter. Donc il y a toute cette question d'être à côté du système, anti-système, qui est soulevée par Donald Trump, ce qui dépasse évidemment sa personne elle-même. Comment peut-on élire un candidat qui vous dit comme programme drill baby drill, c'est-à-dire fort chéri fort au moment du réchauffement climatique, qui vous dit que lorsqu'il y a des incendies, c'est parce qu'il y a trop d'arbres et qu'il faut abattre les arbres. Eh bien, il y a quelque chose autour de l'idée que lorsqu'on dit des énormités, au fond, ça veut dire qu'on est puissant, qu'on est fort et qu'on a la capacité à lutter contre le monde entier. Je crois que c'est cette histoire de comment est-ce qu'aujourd'hui on structure la force et la puissance qui, au fond, nous est posée à travers cette élection de Donald Trump. Autre chose que je voulais dire par rapport à Kamala Harris, je tiens à défendre d'une certaine manière, c'est pas par féminisme outrancier, mais je tiens à dire que Kamala Harris n'a pas démérité. C'est-à-dire qu'elle est entrée en campagne tard, elle a fait une campagne à l'ombre de Joe Biden qui, au dernier moment, quelques heures avant l'élection, a quand même trouvé moyen de lui tirer une rafale de balles dans le pied en disant que les électeurs de Trump étaient des ordures, ce qui a permis à Trump ensuite de s'habiller d'une combinaison fluorescente pour aller derrière un camion poubelle et ainsi démontrer qu'effectivement il adorait les ordures. Donc on s'est retrouvé dans ce monde des séries, de la télé-réalité. Au fond, cette élection, moi, ce qui me marque, c'est qu'elle s'est faite comme si, d'une certaine manière, les séries avaient envahi le monde politique, comme si, d'une certaine manière, la déréalité nous avait envahi. Je terminerai en disant que il me semble qu'une des erreurs de Kamala Harris, qui n'a pas démérité, c'est qu'elle a trop opposé les hommes et les femmes. Et que ça, c'est pas forcément gagnant. C'est-à-dire que miser fortement sur les femmes, y compris en faisant des clips de campagne où on dit aux femmes, vous pouvez aller voter en douce, pas comme votre mari quand vous êtes conservatrice, ça me semble une grave erreur. C'est-à-dire qu'elle a été sur les frontières de l'intime. Et que d'autre part, ce n'est pas parce qu'on est une candidate femme qu'on ne doit pas traiter d'économie, de questions de société. Il n'y a pas de gender subject, si je puis dire, lorsqu'on se présente aux élections présidentielles. Et ça me semble avoir été l'erreur fondamentale de Kamala Harris, ne pas avoir adressé le lien entre économie, inflation et vie des gens, ce que Donald Trump n'a pas fait davantage, mais en mettant The Apprentice au cœur de l'élection, il a au fond gagné une élection sur des codes qui ne sont plus les nôtres et dont nous devons tenir compte. Lionel Zinsou. Oui, moi ce qui me frappe, c'est que dans tous les pays du monde, on se pose d'énormes questions, non seulement sur les États-Unis, mais sur soi-même. Parce qu'il y a tellement de paramètres de cette élection qu'on retrouve dans de grandes démocraties ou de petites démocraties qu'on se demande si ce n'est pas, en fait, une pandémie politique mondiale. Premier élément, manifestement, l'inflation a eu des effets que beaucoup de gens comme moi, par exemple, n'ont pas mesuré dans leur importance et leur intensité politique. Parce qu'au fond, on a eu 2 vagues d'inflation très fortes, la reprise de 21 et les conséquences de la guerre en Ukraine. On n'en a pas vu toutes les dimensions politiques dans tous les pays.
c'est aussi vrai de l'Afrique, parce que c'est de l'inflation alimentaire et énergétique. Pour des gens dont l'alimentation et l'énergie représentent souvent jusqu'aux 2/3 du revenu, donc quand ça augmente de 40%, c'est intenable. Mais en fait, ça a touché tous les pays développés au titre de la baisse du pouvoir d'achat. Et alors, on raisonne peut-être dans les élites intellectuelles trop sur des concepts généraux. Par exemple, en France, on peut dire qu'il n'y a pas eu de régression du pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages depuis le Covid. Parce qu'il y a eu une telle protection qu'au fond, on a sauvé, on a même eu une récession de 8% en 2020 et une augmentation du revenu disponible des ménages la même année de 2%. Et c'était encore plus fort aux États-Unis. Sous Trump, en 2020, on a 6% d'augmentation du revenu disponible, du pouvoir d'achat, du revenu disponible des ménages. En pleine récession, un peu moins forte que la récession européenne, mais quand même. Bon. Simplement, c'est très inégalitaire. Et en réalité, s'il y a 60% de la population, notamment dans des régions délaissées de la Rust Belt, si on a 60% de la population qui échappe à cette moyenne, on ne voit pas que ça a des conséquences considérables. Et donc, sur l'inflation, quand aujourd'hui les gens vous expliquent au Bénin, au Kenya, que les populations descendent dans la rue parce qu'il y a eu, au fond, des émeutes de la faim, parce qu'il y a des vrais sous-jacents, mais quand on vous explique que en France et dans d'autres pays très riches, les consommateurs ont changé complètement pendant au moins 2 à 3 ans de comportement, en renonçant à la qualité sur beaucoup de produits, en renonçant au bio, des choses comme ça. Bon. Et n'étant que, 4-5 ans après, un peu vers le retour, donc il y a des phénomènes qui, traduits en concepts économiques généraux, permettent de dire à M. Biden, l'économie va vraiment très bien. Le chômage est trop plus bas. Il y a des résultats formidables de marché boursier. Il y a des résultats des entreprises impressionnants. On a échappé à la récession liée à la baisse, au refroidissement des taux d'intérêt. L'économie va très bien. Or, apparemment, c'est sur l'économie, très largement, que Mme Kamala Harris a perdu. Et ça, si vous voulez, c'est partout la même chose. Mais il n'y a pas que les causes où on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais en 2027, on va avoir un phénomène trumpien en France. En 2026 au Bénin, on vient d'en avoir un en 2024 au Sénégal. Enfin, il y a quelque chose d'universel dans la non-compréhension quand même des difficultés de la vie des gens. Et partout, et je termine là-dessus Philippe, des participations élevées. En France, élevées, record aux États-Unis, record au Sénégal. Enfin, la volonté de participer. Et ça, la crise de la démocratie n'est pas sur l'indifférence, mais elle est sur des modalités qui nous renvoient vers le populisme, vers des rejets, vers des choses qui nous semblent irrationnelles, mais qui ne sont pas irrationnelles, tant elles sont universelles. Il doit y avoir quelque part une rationalité très forte de ces évolutions vers le populisme. Nicolas Bavrez. L'élection américaine a effectivement débouché sur une victoire sans appel de Donald Trump, parce qu'il l'emporte dans la majorité des États pivots, dans le collège électoral, dans le vote populaire, et les républicains gagnent le Sénat, la Chambre des représentants, et ils contrôlent la Cour suprême. On a rarement vu un effet aussi spectaculaire, et c'est vrai que c'est inattendu et paradoxal. Le premier paradoxe, c'est que normalement, Donald Trump n'aurait même pas dû pouvoir se présenter. C'est quand même un homme qui a initié la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Il fait l'objet de multiples poursuites, il a été condamné. Et la première erreur des démocrates, c'est d'avoir cru que cela suffisait à le disqualifier. Ils n'ont pas voulu voir la puissance de l'animal politique qu'est Trump et sa capacité à prendre non seulement le contrôle du Parti républicain, mais cette élection, en réalité, a été un référendum autour de Trump. Et ce référendum, il l'a massivement gagné.
Le deuxième paradoxe, c'est que, en fait, le bilan de l'administration Biden est excellent sur le plan économique, sur le plan stratégique. Mais comme vient de le souligner Lionel Zinsou, vous savez, en 1992, Clinton avait gagné contre toute attente contre George Bush père, et il avait dit « It's the economy stupid ». Et là, ce que les gens n'ont pas vu, c'est « It's politics stupid ». Donc, de fait, les démocrates ont perdu. Ils n'ont pas vu l'ampleur du malaise dans la classe moyenne et les classes populaires provoquées par l'inflation. Ils n'ont pas vu l'insécurité et le degré de refus de l'immigration illégale, et ils n'ont pas vu, enfin et surtout, les ravages de la guerre culturelle qui a été quand même lancée par le mouvement woke. Et ils ont payé le prix de tout ça. Le troisième paradoxe, et qui nous ramène au reste du monde, c'est que Trump est élu sur la peur du déclin, alors que l'Amérique a rarement été aussi puissante. Elle n'est plus en position de puissance absolue, mais quand on regarde, par exemple, la part dans le PIB mondial, c'est aujourd'hui 26%, alors que c'était 25,4% en 1980. La richesse par habitant, c'est 81 700 $, alors que c'est 60 000 $ dans l'Union européenne, et évidemment beaucoup moins dans la plupart des autres régions du monde. L'économie américaine, c'est un des rares pays où la démographie progresse. Les gains de productivité sont de 2,5% par an. Ils ont la première armée du monde avec une supériorité éclatante, des marchés financiers, la domination de l'agriculture, de la technologie, de la finance. Et pourtant, on arrive à... Trump a compris que derrière ça, et c'est ce qui est intéressant, et c'est que 45% des Américains ont dit qu'ils vivaient plus mal en 2024 qu'en 2020. Et c'est dans cet espace que s'est engouffré Trump. Sur la démocratie américaine, je pense que les accusations de fascisme sont tout à fait déplacées. Trump n'est pas un fasciste au sens où il n'y a pas d'idéologie, c'est pas du tout un idéologue, il n'y a pas de parti-État derrière qui va s'installer. En revanche, je pense que cette élection représente une vraie rupture et un risque pour la démocratie. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, a été peu commenté. C'est quand même la première fois qu'on a un homme qui se veut un homme fort, un leader charismatique, et qui est élu sur l'alliance avec les super riches et avec le secteur de la technologie, et avec comme figure évidemment Elon Musk. Ça, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et derrière, on a quand même une rupture dans le discours qu'il a produit, une rupture institutionnelle parce que Trump refuse toute forme de contre-pouvoir, et il aura vraiment les moyens de s'en passer cette fois-ci. Il refuse de continuer à assumer la réassurance de la démocratie dans le monde, et il se réclame explicitement de la démocratie libérale de Viktor Orban, dont il explique que c'est aujourd'hui un de ses inspirateurs. Donc ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est pas un fasciste, mais c'est sûrement pas un démocrate, et que par ailleurs, pour tout le reste du monde, c'est vraiment la fin du cycle historique qui s'était ouvert avec Wilson en 1917 et qui se referme vraiment aujourd'hui avec la réélection de Trump. L'Amérique va effectivement être grande et va accumuler de la puissance, mais elle le fera pour elle-même et pas pour le reste du monde. Jean-Louis Bourlange. Oui, je ne sais pas si vous ressentez les choses comme moi, mais ce qui me fascine, c'est que les événements annoncés, les événements prévus, même s'ils ont été annoncés et prévus, quand ils se déroulent, changent complètement la perception qu'on en a. En réalité, ça n'a pas été une surprise du tout, cette victoire de Trump, même si, effectivement, l'ampleur de la victoire avait été sous-estimée par les sondages. Mais quand on écoutait les chaînes d'infos, les radios, quelques jours avant, on avait un double message assez étrange. C'est une élection très serrée, et puis 2, Trump sera probablement vainqueur. Donc on avait et quand Trump est arrivé, à ce moment-là, le ciel se déchire, les gens basculent dans un autre monde et ne perçoivent plus du tout l'homme qu'ils avaient jugé, méprisé ou admiré de la même manière à partir du moment où il est vainqueur. Alors, il y a des tas d'analyses en disant il est vainqueur, vous n'avez rien compris, vous avez tous sous-estimé. C'est pas vrai, on n'a pas
sous-estimer, comme pour le Brexit. On avait très bien compris que le Brexit, ça conduirait au Brexit, mais il n'empêche que quand ça s'est produit, il y avait un effet de sidération tel qu'on a eu le sentiment de ne pas l'avoir prévu avant. Et là, on peut analyser qu'est-ce qu'il y a de singulier en réalité dans la victoire de Trump par rapport à l'histoire américaine. Il y a quand même un enracinement dans des traditions américaines. D'abord, la violence, l'agressivité, elle a très souvent était extrêmement forte. Il y a quand même un nombre d'attentats, de présidents assassinés. On a eu une guerre civile absolument atroce au XIXe siècle. On a eu des tensions d'une rare violence autour des droits civils dans les années 60. On a toujours eu une grande tradition de violence. De ce point de vue-là, ce discours extrêmement pénible, insupportable pour nous, d'agressivité, d'injures données par le candidat Trump à sa concurrente, c'est pas si insolite que ça. Deuxièmement, l'isolationnisme, là aussi, on a une tradition quand même très profonde. Les États-Unis, d'abord au XIXe siècle, leur doctrine, c'est vous touchez pas à l'Amérique, Monroe, mais c'est rien d'autre. Ensuite, au XXe siècle, l'opposition à l'entrée en guerre dans la Première Guerre mondiale est extrêmement forte. Elle provoque d'ailleurs la démission du secrétaire d'État après le Lusitania et quand les Américains rentrent en guerre. C'est très secoué. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a refus de ratifier le traité de Versailles, refus d'adhérer à la SDN et l'acte de neutralité juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce repli isolationniste, c'est une tendance extrêmement forte qui, effectivement, est profondément réactivée par Trump. Troisièmement, la situation d'opposition entre un parti qui est relativement uni, qui est le Parti républicain, et qui est confronté à un parti démocrate qui fédère des entités particulières, des minorités. Alors, il y a les ouvriers, il y a les minorités noires, il y a les minorités latinos, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de... Et là aussi, on voit très bien que, traditionnellement, les démocrates sont majoritaires et quand ils arrivent à faire le lien, ils gagnent, et quand ils n'y arrivent pas, ils perdent. La seule nouveauté, et ça, elle est vraiment importante, c'est que pour la première fois, le bloc républicain est non seulement uni, mais majoritaire. Donc là, on a... donc, il y a une espèce d'enracinement qui a été... qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas une singularité absolue. Et vis-à-vis du reste du monde, c'est-à-dire notamment de nous, on voit aussi qu'on participe d'événements assez comparables. Le mépris de la démocratie. Moi, je suis tout à fait sensible à ce que vient de dire Nicolas. Je trouve absolument incroyable que quelqu'un qui soit livré à une tentative de coup d'État il y a 4 ans ait été et qui est poursuivi, qui a été accusé de voler des voix, etc., puisse être un candidat considéré comme respectable et légitime. Mais regardons aussi ce que disent sur le continent européen, ce que disent les opinions, le repli impressionnant de l'idée démocratique par rapport à des tentations autoritaires. C'est quelque chose de tout à fait frappant. Également, le désert des idées. Moi, c'est vrai que cette campagne est nulle. La campagne américaine, il y avait une espèce de diabolisation des immigrés complètement délirante, et puis et de la concurrence étrangère avec le protectionnisme. Il n'y avait pas un projet, à part Elon Musk. Il n'y avait pas un projet. Mais mais chez nous, est-ce qu'on dit quelque chose de sérieux en France ? Depuis le 9 juin, on a eu des tas de péripéties, une élection législative, des combats pour un Premier ministre. Jamais on a évoqué autre chose que des questions de personnes, des questions politiciennes. Et il y a Michel Barnier qui essaie difficilement d'introduire un certain nombre de thèmes, mais il a beaucoup de difficultés. Et en réalité, le débat politique intérieur français est vide d'idées. Donc il y a quand même quelque chose de ce point de vue-là très, très emblématique, et effectivement, le rapprochement avec Orban. Alors la dernière chose que je dis, juste pour conclure, c'est qu'il y a quand même cet élément nouveau qui est Elon Musk.
Là, il y a quelque chose de très singulier, et moi, j'ai tendance à dire que c'est le premier film de James Bond qui se termine par la victoire du méchant. Parce que, en réalité, Elon Musk, et c'est vraiment, ça fait longtemps, ma fille m'avait dit ça, il y a quelques années, elle m'avait dit, Elon Musk, c'est le portrait du méchant dans les films de James Bond, du spec, du sperme, je sais pas quoi. Et là, il a tout, il a tout pour plaire, là. Il a la technologie, il fait des fusées, et qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison, le méchant, c'est la combinaison d'une espèce de plasticité volontaire, notamment corporelle, ça, il est très significatif de ça, une capacité à se changer, c'est la fuite dans la mégalomanie financière et technologique, remarquable, et donc la privatisation du pouvoir. C'est ça, au bout du compte, ce qui est apparu dans la guerre d'Ukraine, quand il a décidé à un moment que les Ukrainiens n'auraient pas le droit de détruire davantage de flottes russes. C'est pas l'administration américaine qui a décidé, c'est Elon Musk lui-même. Et ça, c'est exactement ce que représente le pari des méchants dans James Bond. Alors là, on est en face de quelque chose de nouveau, et on n'a pas fini d'en mesurer les effets négatifs. Mesurons ou tentons de mesurer les conséquences de cette élection pour l'Europe et pour la France. Le triomphe de Donald Trump impactera l'économie mondiale. Le candidat républicain souhaite augmenter les droits de douane de 10 ou 20% sur tous les produits importés aux États-Unis, une surtaxe conséquente au regard des 3,3% de droits de douane moyens pratiqués aujourd'hui. En 2023, l'Union européenne a importé 344 milliards d'euros de biens d'outre-Atlantique et lui en a exporté pour 502 milliards d'euros, un déficit de 158 milliards de dollars, insupportable aux yeux de Donald Trump. Il compte aussi surtaxer de 60% ce qui provient de Chine, faisant peser sur l'Union européenne la menace de voir les industriels chinois réorienter leurs exportations vers le vieux continent. Parmi les 27 réunis jeudi et vendredi à Budapest, une petite minorité souhaitait la victoire de Donald Trump, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont le pays occupe jusqu'à fin décembre la présidence du Conseil de l'Union et qui reçoit ses homologues à ce titre, le Slovaque, Robert Fico, tandis que l'Italienne, Giorgia Meloni, reste ambiguë. Les 27 sont tiraillés par des intérêts divergents. Paris, chantre de l'autonomie stratégique de l'Union, prône l'instauration d'un rapport de force musclé avec Washington, si cela se révélait nécessaire, mais plusieurs États membres sont pour la prudence, redoutant des mesures de rétorsion, à commencer par l'Allemagne, dont la coalition est secouée, fêlée, n'y touchez plus, elle est brisée, par le limogeage du ministre des Finances libéral et qui, en plus de son tropisme transatlantique et de son attachement au parapluie militaire américain, a un besoin impérieux d'exporter ses voitures et ses machines d'outils de l'autre côté de l'Atlantique, comme l'Italie, pour qui le marché américain est également un débouché essentiel. L'impact de cette élection concernera aussi les secteurs énergétiques, technologiques, militaires et géopolitiques, avec en ligne de mire l'avenir de la guerre russo-ukrainienne et le spectre d'une déstabilisation des pays frontaliers en cas d'affaiblissement de l'OTAN. La Pologne et les pays baltes notamment ont pour obsession de conserver les garanties de sécurité américaines offertes par l'OTAN. Que ce soit parce qu'il est vital pour leurs industriels de continuer à exporter outre-Atlantique ou pour s'assurer que Washington continuera à les protéger d'éventuelles agressions extérieures, une majorité des 27 ne semble pas spontanément disposée à engager un bras de fer avec l'allié américain. Les rapports de force que Donald Trump devrait engager avec l'Europe porteront également sur la propagation des ressorts idéologiques et stratégiques qui ont fait sa victoire et qui pourraient consolider la doxa des extrêmes droites dans des démocraties déstabilisées et sous tension. Sur cette question, Nicolas Bavrez. L'élection de Donald Trump ne ressemble pas à celle de 2016 parce que cette fois-ci, il y a un mandat très clair des Américains. Et ce mandat, c'est protection des frontières, c'est protectionnisme sur le plan économique et c'est isolationnisme. La première cible, c'est la Chine. Et la seconde, c'est l'Europe, ce que Donald Trump lui-même a appelé la petite Chine. Et donc, cette élection, elle intervient par ailleurs à un moment où l'Europe est dans une position vraiment critique. Économiquement, elle est prise en étau entre le renouveau industriel des États-Unis et puis le dumping chinois. Elle fait face à une menace existentielle qui vient de la Russie. Et elle dépend maintenant des États-Unis
pour l'agriculture, pour l'énergie, pour la technologie, pour la finance et pour l'armement. Donc, elle se trouve par ailleurs dans une situation de très grande fragilité et qui est redoublée par la crise des modèles des grands pays et par le divorce franco-allemand. Donc, avec Trump, c'est vraiment une heure de vérité avec 5 défis majeurs. Le défi commercial, 10% des droits de douane, 60% pour la Chine, ce qui veut dire que pour l'Europe, c'est la double peine. Non seulement c'est le premier surplus de l'Europe, 157 milliards, il va y avoir un problème pour les exportations européennes et en plus, les exportations chinoises vont être réorientées vers l'Europe. Économiquement, le programme Trump, donc énergie à très bas coût, avec ce qui a été rappelé maintenant, la libération de tous les freins aux fossiles, la baisse massive des impôts sur les entreprises, la dérégulation systématique, ça veut dire un mouvement massif de délocalisation de toute l'industrie européenne vers les États-Unis, avec les investissements et les emplois qui vont avec. Sur le plan financier, on va envoyer encore plus. Aujourd'hui, on envoie 300 milliards d'épargne européenne par an aux États-Unis et ça va s'aggraver parce qu'il va y avoir un énorme décalage entre les marchés. Sur le plan stratégique, on a 2 problèmes majeurs, l'Ukraine à court terme et la défense du continent avec la volonté de Trump qui voulait sortir de l'OTAN et le problème que notre sécurité est quand même adossée à la dissuasion nucléaire américaine et que pour l'instant, il n'y a aucun substitut possible. Et enfin, il y a le défi politique et moral qu'on rappelait, c'est-à-dire que Trump, très clairement, promeut un modèle de démocratie libérale qui est porté par Orban, mais aussi par Robert Fico, ou d'une certaine manière par Giorgia Meloni en Europe. Donc, voilà pourquoi il y a vraiment une heure de vérité, avec un choix allégeance aux États-Unis, mais je ne pense pas que ça garantira la prospérité et la sécurité de l'Europe. La tentation autoritaire, laisser Poutine continuer à prendre des gages en Europe et importer une forme de démocratie libérale des États-Unis, ou alors essayer de se secouer pour arriver à construire une Europe puissance. Mais alors on sait ce qu'il faudrait faire, ça a été dit par Mario Draghi. Compétitivité, donc ce qui veut dire arrêter, ou en tout cas désarmer le côté malthusien du Green Deal, des directives CS3D ou CSRD ou de la taxonomie européenne, travailler sur la sécurité économique et sur tous les secteurs pour lesquels on dépend des États-Unis, et puis pour la défense, faire un directoire des grands pays européens, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pologne, qui regardent comment aider l'Ukraine si les États-Unis arrêtent, et surtout comment créer un vrai pilier européen de sécurité. La grande difficulté pour ça, c'est que, comme on l'a rappelé, aujourd'hui, les Européens sont totalement divisés et qu'une majorité, très clairement, est favorable à l'allégeance aux États-Unis. Et c'est pour ça que, soit dit en passant, ça vaudra la peine d'accélérer sérieusement la reconstruction de la France comme puissance, parce que les temps qui vont venir vont être chahutés. Lucile Schmitt. Oui, tout à fait d'accord avec Nicolas sur le fait que ce deuxième mandat de Trump ne ressemblera pas au premier parce que le contrat demandé par les Américains est beaucoup plus clair. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2016, l'Union européenne a montré d'une certaine manière le meilleur autour de la pandémie, avec une réelle coordination. Et puis, actuellement, elle montre effectivement une véritable désunion, une division. Et je voulais là-dessus dire qu'il était aussi extrêmement dommage qu'Emmanuel Macron soit affaibli au niveau européen parce que, vous le savez, vous en rappelez, en 2019, en 2020, il représentait quelque chose, il représentait la volonté pour l'Union européenne d'être plus forte. Il l'a d'ailleurs redit et aujourd'hui, il n'est pas dans une situation où il peut vraiment porter cet objectif et c'est bien dommage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a immédiatement dit sur X qu'au fond, il fallait que l'Europe se reprenne et qu'on voit bien qu'il a lui
repris une phrase au fond assez macronienne là-dessus. Et on voit bien qu'il peut y avoir une forme de réflexion entraînée par l'adversité au niveau de l'Union européenne. Moi, je serais peut-être une indéfectible, je ne sais pas si je vais dire optimiste, mais en tout cas volontariste, sur l'idée que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut porter cette réflexion sur notre relation avec les États-Unis, réflexion que nous n'avons pas menée à l'échelle européenne, alors que nous avons, par exemple, eu une réflexion sur notre relation avec la Chine qui est plus élaborée. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de non-dit, d'incertitude, d'incapacité, au fond, à imaginer, à structurer cette relation avec les États-Unis, parce que nous ne savions pas comment faire pour traiter à la fois, comme ça a été dit par Nicolas, les enjeux économiques et commerciaux, les enjeux de sécurité, les enjeux de puissance dans le monde, et puis le fait que nos sociétés, culturellement, restent liées. Je trouve que là-dessus, ce qui s'est passé, par exemple, dans la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis est très intéressant. C'est-à-dire que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais c'est un État européen. Keir Starmer s'est précipité pour féliciter Donald Trump, alors même qu'il y avait eu une sorte de passe d'armes parce que sa chef de cabinet avait incité des travaillistes, des volontaires, des bénévoles travaillistes à aller faire la campagne de Kamala Harris. Donc on voit bien que dans la manière dont les chefs d'État européens ou les premiers ministres, que sais-je, sont en train de féliciter Donald Trump, il y a quand même aussi l'immense panique de se dire « Merde, il savait très bien qu'on était pour Kamala Harris et il va nous en vouloir ». Au fond, notre difficulté à nous, Européens, c'est que nous sommes bien élevés, que l'Union européenne, certes, il y a Viktor Orban, mais quand même la majorité de ces chefs d'État sont bien élevés et qui sont habitués à dire les choses avec une certaine politesse, alors même que Donald Trump est d'abord quelqu'un, comme je le disais, de mal élevé, The Apprentice, que c'est quelqu'un de brutal dans son expression. Sera-t-il brutal dans ses politiques comme il le promet ? C'est quand même une question qui se pose. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est trouver la forme vis-à-vis de Donald Trump et trouver le fond entre nous, Européens, pour pouvoir structurer cette relation avec les États-Unis. Moi qui ai travaillé dans la première partie de ma longue carrière, ou plutôt de mon absence de carrière, sur la relation avec les États-Unis, et qui ai travaillé notamment sur le conflit Airbus-Boeing ou sur les questions agricoles, je trouve ça intéressant qu'au fond, on nous parle de guerre commerciale comme si c'était quelque chose de nouveau et de trumpien, mais ça n'a rien de trumpiste ou de trumpien. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans la relation États-Unis-Europe, sur lequel l'Europe a su trouver des capacités à réagir. Je rappelle qu'aujourd'hui, Airbus bouffe des petits pâtés sur la tête de Boeing. Et donc, moi, je serais plutôt dans l'idée que nous avons les ressources, mais que nous n'avons pas toujours la psychologie, la manière de faire, la forme, et que nous devons trouver une forme de détermination qui avait existé au moment de la pandémie et qui doit aujourd'hui être retrouvée. Mais malheureusement, ce ne sera pas Emmanuel Macron qui l'incarnera. Lionel Zinsou. Alors là, je suis absolument ébloui par le macronisme presque posthume de Lucile. Et alors encore plus sidéré, puisqu'il y a des effets de sidération dans l'actualité, par l'éloge macronienne de Nicolas sur le thème « Il est grand temps quand même d'avoir une Europe puissance ». Et nous voilà à nous lamenter. Et il est dommage qu'il n'ait plus l'affluence qu'il avait il y a encore quelques mois. Bon, donc je suis content de voir un nouvel esprit public qui a complètement changé sur le président de la République française et la pertinence extraordinaire. On ne critique jamais les morts, c'est ça qui est inquiétant. Bon, donc il y a des lame ducks heureux qui sont proches de la fin, mais qui reçoivent enfin l'hommage des plus grands intellectuels. Deuxième chose qui m'amuse, c'est quand Nicolas parle de l'heure de vérité en matière économique dans la relation entre l'Europe et les États-Unis. Moi, je pense que c'est plutôt l'heure des mensonges et des fausses promesses. Parce que, évidemment, je suis entièrement d'accord avec Nicolas. C'est très important de dire maintenant, il est grand temps que l'Europe se ressaisisse, se réindustrialise, s'arme, soit souveraine véritablement sur le plan économique. Et donc, c'est très bien d'avoir peur de M. Trump pour faire un sursaut, comme dirait l'essayiste Nicolas Bavresse. Donc oui, là-dessus je suis parfaitement d'accord. Mais enfin, les droits de douane, mais c'est pas nouveau dans l'expérience de M. Trump. Vous avez noté quand même qu'il y a eu des progression spectaculaire dans un certain nombre de domaines industriels pendant le premier mandat, et qu'il n'y a pas eu une seconde, il n'y a pas eu un jour de régression du déficit américain vis-à-vis de la Chine. Pas un jour. On est toujours bloqué sur 800 milliards de déficit, 800 milliards de dollars. Les effets de droits de douane léonins des États-Unis n'ont pas marché et ils ne vont
évidemment pas marcher, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous créeriez d'une façon totalement artificielle une nouvelle inflation, simplement, tant vous êtes dépendant sur le plan industriel et de certaines matières premières, des importations. Donc, si vous avez des droits uniformes de 20% au lieu de 3% et de 60% sur votre premier partenaire, l'effet de prix dans l'économie américaine est insoutenable. Deuxième, et c'est pour ça que ça n'avait eu aucun impact sur le déficit américain. Et il n'y aura pas plus de déficit, il n'y aura pas plus de réduction du déficit américain vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que c'est vrai que toute la filière viticole de l'Europe et tous les producteurs de fromage, qui sont toujours les premiers visés, sont extrêmement inquiets, si vous voulez. Mais franchement, ça n'aura aucun impact. Les États-Unis, et ça c'est la raison de fond, ont investi en Chine pour réimporter des baisses de coûts, de la compétitivité. Ce sont des entreprises américaines qui forment les importations aux États-Unis venant des pays les plus faibles. Donc vous n'allez pas mettre 60% sur Tesla de droits de douane pour la grande partie qui est faite d'automobiles Tesla dans leurs usines chinoises. Donc non, là pour le coup, on faisait sur CNN tous les jours la chronique des dizaines de mensonges publics réitérés pendant toute la campagne, ce qui est très rare. Je veux dire, en France, ça sera intéressant de voir en 2027. J'espère qu'on aura cette chronique des mensonges du jour. Vrai, faux, on fait ça un peu. On découvre ça en France. Oui, mais on est quand même un petit peu dans l'enfance, là. Oui, mais bon, voilà. Mais ça va continuer. Il est évident que cet aspect-là du programme n'a pas de sens et ne va pas avoir d'impact. Encore une fois, les 800 milliards de déficit et les 150 milliards vis-à-vis de l'Union européenne, ils sont malheureusement irréfragables. C'est comme ça parce que c'est la structure même de la mondialisation et les investissements des États-Unis vers l'extérieur. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, notamment comme citoyen d'un pays en développement, c'est la crise du multilatéralisme. Ça, c'est beaucoup plus sérieux, ça fait moins d'effet sur les estrades, parce que dire on va mettre 60% de droits de douane, ça impressionne les intellectuels français, et ça fait plaisir aux gens qui vont dans les meetings au Michigan, si vous voulez. Mais le multilatéralisme, ça, c'est assez grave. Si vous voulez. La Banque mondiale était complètement bloquée sous Trump 1, complètement, parce que l'idée, c'était ni le Fonds monétaire, ni la Banque mondiale ne doivent prendre des mesures de stabilité de l'économie ou, par exemple, de distribution de droits de tirage spéciaux pour sortir du Covid, les fameux 650 milliards, qui, après l'arrivée de Biden, ont quand même pu être déployés. Pourquoi ? Parce que ça va vers tous les pays, alors qu'il ne faut aider que les amis des États-Unis. Alors nous, qui n'a pas d'amis en plus, donc nous, que les États-Unis. Dans votre traité, on ne sait pas à quel degré d'amitié on est, puisque l'Afrique avait été, vous vous rappelez, je n'oserais pas le dire, mais comme Lucille a utilisé le mot de Cambronne déjà tout à l'heure, je vais recommencer quand même, on avait quand même été qualifié, l'ensemble des pays africains, de pays de merde. Bon, donc nous, effectivement, à l'intérieur du multilatéralisme, on est en seconde classe. Mais ça va avoir des conséquences très importantes sur les organisations des Nations Unies. Vous voyez bien que l'amitié pour l'OMS de Trump, probablement, pendant ces 4 ans de réflexion, n'a pas progressé. Regardez ce que fait Israël avec l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, qui faisait tenir debout la Palestine, etc. Donc, si vous voulez, le déclin du multilatéralisme, c'est moins spectaculaire, ça mobilise moins, mais c'est très grave pour le monde en développement et pour la stabilité d'un système collectif de sécurité. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que Lionel a raison de dire que les intentions proclamées par le président Trump vont être très difficiles à réaliser. C'est une espèce de dévergondage de campagne électorale qui trouvera beaucoup de difficultés à se concrétiser. Sur le plan géopolitique,
Trump, il porte-parole d'une Amérique qui dit « je me fous des autres ». Seul compte les intérêts américains. Mais ça fait longtemps que, sans le dire avec cette véhémence, les Américains sont sur cette ligne. Et ce qui a été frappant, c'est qu'ils ont toujours été rattrapés par leur responsabilité mondiale. Ils ont voulu se dégager du Moyen-Orient après l'erreur fondamentale de la guerre d'Irak. Ils sont partis dans de très mauvaises conditions de l'Afghanistan, d'ailleurs à cause, en grande partie de Trump. C'est Biden qui a réalisé le départ, mais les accords ineptes de Doha, qui consistaient à faire toutes les concessions aux talibans avant le départ des troupes, et de demander des concessions de la part des talibans après le départ des Américains. Il ne fallait pas être très malin pour savoir que ça ne marcherait pas comme ça. Bon. Mais aujourd'hui, ils sont rattrapés par le Moyen-Orient. Ils voulaient se dégager d'Europe. Ils ont été rattrapés par l'Ukraine. Et il voudrait bien se dégager, puis il a fait des numéros assez extravagants sur la compétition économique et technologique avec Taïwan. Il voudrait bien se dégager de Taïwan. Et là encore, on voit que ça va être très difficile pour lui, parce qu'il se fout peut-être des autres, mais il y a une chose auquel il me semble tenir, c'est de ne pas perdre le mano à mano, parce qu'on est Trump, on est un costaud, etc. Il ne s'agit pas de se faire avoir par les autres. Donc il va avoir une très grande difficulté sur Taïwan. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il a intérêt à rectifier le tir s'il veut que... parce que derrière ça, il y a la Corée, il y a le Japon, il y a tout un ensemble de choses. Il y a les intérêts pacifiques des Américains. C'est pas de la tarte. Il y a quelque chose qui compte pour lui. Alors, par exemple, sur l'Ukraine... C'est intéressant sur l'Ukraine, parce que on voit bien que les Russes sont un peu perplexes. Harris, ça avait un inconvénient pour les Russes, c'est que ça continuait, et manifestement, si les Ukrainiens sont épuisés, les Russes sont fatigués. Mais c'était quand même intéressant pour les Russes de continuer, parce que vraiment, les Ukrainiens n'en peuvent plus, que les Européens lâchaient le pied, regardez les déclarations et les actes de Scholz, etc., que Kamala Harris n'aurait pas relancé massivement l'aide. Donc il y avait une espèce d'extinction progressive de la flamme, si je puis dire, au service de l'Ukraine. Et donc Poutine pouvait poursuivre. Là, je fais la paix en 24 heures, évidemment métaphorique, ça veut dire on deal tout de suite entre les États-Unis et la Russie, parce que c'est les seuls qui comptent, les restes, on s'en fout, les Ukrainiens, les Européens, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Poutine, il est prêt à donner à Poutine quoi ? Évidemment la Crimée, garder la Crimée, évidemment le Donbass qui est quand même un tas de rouille désertifié, etc. Mais il n'est pas capable de donner beaucoup de choses d'autres. Or, ce que veut Poutine, c'est reprendre le contrôle du processus politique à Kiev, c'est reprendre le contrôle géopolitique de l'Ukraine. Et ça, si Trump consent à ça, il a vraiment l'air d'un zozo. Et donc, c'est pas évident que ça soit aussi facile. La même chose sur l'OTAN. Alors, c'est extraordinaire. La présentation de Trump, c'est de dire, voilà, si vous atteignez pas les 2%, si vous êtes attaqué, je fais rien. C'est évidemment pas du tout dans la même temporalité. C'est la montée en puissance des Européens dans le partage du fardeau, c'est une chose. Mais à un moment, si la Lituanie est attaquée, il va pas dire, ah ben non, vous êtes à 1,9, donc alors là, je laisse Poutine. Donc c'est pas comme ça que ça va se faire, et il est très vraisemblable qu'il a tout intérêt à rester dans l'OTAN, il a tout intérêt à bénéficier des retombées économiques, des exportations d'armement, etc., même s'il compte vider l'article 5 de sa réalité. Donc on est dans cette situation, et sur le protectionnisme, ce que vous avez dit me paraît absolument évident. Il a pas intérêt à plonger le monde dans une espèce de coma. Donc on sait vraiment pas trop ce qu'il va faire. Mais ce que je voudrais dire, surtout, rapidement, c'est que vis-à-vis de l'Europe, la seule chose qui soit claire, c'est que nous, on est nuls. On est nuls. D'abord, l'Europe est énucléée, avec la double crise en miroir en France et en Allemagne. L'Europe est divisée. On est divisé sur tout.
On est divisé sur l'Ukraine, on est divisé sur le nucléaire, on est divisé sur le protectionnisme, enfin les mesures à opérer en Chine. On est complètement divisé et on est inerte. Ce que nous n'avons pas fait pour l'Ukraine depuis 2 ans est inadmissible. On n'a vraiment pas fait le service qu'on devait faire. Et alors, c'est pas maintenant qu'on va en faire beaucoup plus. Moi, je ne crois pas du tout à l'optimisme catastrophique, pour reprendre la formule célèbre de Raymond Aron. Nicolas Bavrez. Sur le protectionnisme, je voudrais souligner, alerter Lionel Zinsou sur le fait qu'il est en contradiction parfaite avec lui-même. Il a commencé cette émission à juste titre en nous expliquant qu'on avait regardé la macroéconomie et qu'on n'avait pas vu les effets réels de l'inflation sur les Américains. Et là, il nous explique que parce que cette mesure, qui est en réalité une des rares mesures claires du programme de Trump, ne va pas être appliquée parce qu'elle est irrationnelle économiquement. Évidemment qu'elle est irrationnelle économiquement, mais elle va être appliquée parce qu'elle est centrale et qu'elle est un signal et un marqueur politique très important. Mais et elle va être appliquée, je rappelle qu'il y a un précédent historique extrêmement clair, la loi Smoot-Hawley de juin 1930, par lesquelles les États-Unis ont transformé une récession chez eux en dépression mondiale, en effondrant de 75% les paiements et les échanges mondiaux durant les années 30. Ils l'ont fait, et donc, et c'était déjà absurde à l'époque. Donc, il faut prendre les dirigeants politiques au sérieux, de même que personne n'a voulu croire Poutine quand il a dit qu'il allait envahir l'Ukraine. Il faut prendre les dirigeants politiques au sérieux, y compris dans leurs déclarations absurdes. Lucille Schmitt. Oui. En tant que vice-présidente de la Fabrique écologique, je voulais attirer notre attention sur le fait que le 11 novembre commence la COP à Bakou. Et que ce qui est intéressant, c'est que vous vous rappelez vous rappelez que Donald Trump, en 2016, un de ses premiers actes, une de ses premières proclamations, ça a été d'expliquer qu'il allait sortir de l'accord de Paris. Il ne pouvait le faire qu'un an après, parce qu'effectivement, il y a un principe de réalité, et là, il a respecté le droit. Là, ce qui va se passer, c'est que donc on va avoir 2 COP pendant lesquelles les États-Unis seront là, observateurs et acteurs d'une certaine manière, en pratiquant, si on en croit Donald Trump, une position assez climato-sceptique. Et là-dessus, il me semble important de dire qu'il y a une sorte de résonance au niveau européen, puisque l'Europe est sur le recouloir sur les questions climatiques. C'est au moment même où l'Espagne est saisie par des inondations d'une extrême gravité. Donc là, il y a quelque chose autour de ce qu'on dit en politique, ce qu'on ne fait pas, et comment nous allons vers la catastrophe. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudra trouver d'autres politiciens. Je voulais là-dessus faire un appel à l'optimisme. Comment disait Raymond Aron déjà ? Catastrophique. C'était à propos de Marx. Lionel Zinsou. Oui, non, je ne veux pas du tout me défendre des arguments de Nicolas Bavrez. Quand je dis ce n'est pas l'heure des vérités, c'était cette expression qui paraissait un petit peu singulière. C'est l'heure des fausses promesses et des faux effets. Évidemment qu'il va y avoir, comme il y en a eu pendant le premier mandat, des dispositions protectionnistes agressives. Elles ne vont avoir aucun impact sur la réduction du déficit. Par conséquent, c'est pas non plus la peine de paniquer. Nous avons 160 milliards d'excédents de l'Union européenne sur les États-Unis. Ça ne sera plus rien. Et aujourd'hui, on commence à voir dans les chroniques radiophoniques la lamentation de gens que j'aime par ailleurs beaucoup, qui vendent du fromage et du vin, si vous voulez. Et déjà, le cognac. Alors, en plus, les Chinois vont faire la même chose. Enfin, ça va être une guerre épouvantable. On va être obligé de boire notre cognac nous-mêmes. Mais oui. Donc, si vous voulez, ça ne va juste pas corriger du tout les faiblesses de l'industrialisation américaine. C'était tout ce que je voulais dire. Mais on est du côté des fausses promesses. On est du côté des mirages. Et il y a beaucoup de mirages, de mensonges et de fausses promesses dans ce qui a été fait par Trump pour gagner cette élection. En revanche, le multilatéralisme, je crains que ça passe inaperçu, mais que ça démonte véritablement un ordre financier mondial, un ordre de sécurité, y compris sanitaire, y compris climatique. Et ça me paraît beaucoup, beaucoup plus dangereux, en fait. Donc, le retour de Donald Trump, c'est aussi pour nous le retour de la fine à l'eau. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que c'est de la fine à l'eau, mais... Bon, hein. C'est vraiment meilleur sans eau.
Nous aurons sans doute une émission thématique sur ce sujet. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, celle des brefs, que j'ouvrirai en signalant la publication par l'Institut Lumière et par la Maison Actes Sud des Mémoires interrompues de Bertrand Tavernier. C'est aussi passionnant que son voyage au cœur du cinéma français, dont beaucoup de gens voient et revoient les enregistrements. C'est avec l'ampleur du souvenir, la qualité de la mémoire et l'ampleur du regard de Bertrand Tavernier, c'est à la fois Lyon, sa ville, son entrée dans le cinéma, sa ville et son enfance avec un père écrivain résistant, et son enfance, son entrée dans le cinéma, c'est son entrée dans le cinéma comme attaché de presse, enfin, d'abord comme spectateur absolument glouton, enfin on peut pas. Son travail d'attaché de presse pour Jean-Luc Godard, pour quelques autres, chez Georges de Bourgard, le producteur de la Nouvelle Vague, ses premiers films, l'importance du soutien que lui a apporté Philippe Noiret, mais aussi toute l'histoire de l'Horloger de Saint-Pomme, et bref, dans tout ce qu'il raconte, c'est tout le monde du cinéma, c'est-à-dire les films, les acteurs, les producteurs, les techniciens, les gens qui tiennent la roulotte, enfin qui s'occupe des déjeuners, des repas des différentes équipes, avec la générosité de Bertrand Tavernier, et ça se termine très tôt, bien que le livre soit assez épais, ça se termine avec un dimanche à la campagne, tiré du court roman d'un de ses scénaristes, Pierre Bost, avec Jean Orange. Monsieur l'Admiral va bientôt mourir. C'en est, pour moi, sans doute un des films de Bertrand Tavernier que je préfère. On dira que c'est peut-être parce que j'ai l'âge du héros, maintenant, Louis Ducreux, mais c'est pas vrai, parce que je le préférais déjà quand le film est sorti en 1984, donc il y a 40 ans. Et je pense que c'est aussi un des films, au fond, il y a quelque chose qui fait penser que c'est une bonne chose que ce livre se termine sur ce film que Bertrand a fait contre toute raison, et qu'il a réussi contre toute raison, et qui lui a valu les insultes les plus répugnantes. Pas tout à fait les plus répugnantes, parce qu'après sa mort, il y en a eu des très répugnantes aussi, puisque Libé a trouvé moyen de faire sa une en crachant sur la mort de Bertrand Tavernier le lendemain même de sa mort. Mais enfin, juste après cette répugnance-là, on peut prouver une forte répugnance pour les critiques qui avaient été faites sur Un dimanche à la campagne. C'est donc aux éditions Actes Sud et Institut Lumière. Lucille Schmid. Oui, devant cette actualité politique et géopolitique un peu déprimante, je me suis dit qu'il fallait se replonger dans la littérature américaine, parce que je pense que beaucoup d'entre nous y ont trouvé certainement d'abord la découverte d'une créativité, d'un talent qu'on n'a pas toujours dans la littérature française. Et donc j'ai été rechercher dans ma bibliothèque un ouvrage de Richard Powers, « 3 fermiers s'en vont au bal », que j'ai lu il y a longtemps, mais qui a la particularité, d'abord c'est le premier roman de Richard Powers, qui ensuite a eu un immense succès, vous savez, autour de l'Arbre-Monde. C'est ce roman qui raconte l'histoire de 9 personnages autour de la défense d'un séquoia géant qui va mourir. Donc c'est un romancier assez écolo, mais qui, dans 3 fermiers s'en vont au bal, en fait revisite l'histoire croisée des États-Unis et de l'Europe de tout le XXe siècle, puisque, au fond, le narrateur, qui est un jeune journaliste de Boston, va être fasciné par une photographie d'August Sander qu'il voit au musée et qui représente 3 jeunes fermiers qui s'en vont au bal, mais ça se passe en 1914. Donc je pense que ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est peut-être de repenser dans le temps long cette histoire qui nous unit, et en tout cas de se dire qu'il y a plusieurs Amériques et qu'il y a une Amérique qui aime l'Europe, qui peut-être un jour aura droit à la parole. Lionel Zinsou. Moi, je vais recommander une exposition, comme ça m'arrive de temps à autre, du musée qu'on appelle le musée du Quai Branly. Alors, il n'y a plus de Quai Branly. Vous savez que le Quai Branly à Paris s'appelle désormais le Quai Jacques Chirac. Et d'ailleurs, le musée s'appelle le musée Jacques Chirac. Mais on va avoir un petit peu, à mon avis, de difficulté encore à arriver à associer le nom de Jacques Chirac à ce magnifique musée. Et il y a une exposition au fond d'actualité sur que se passe-t-il d'intéressant après le trépas, puisque comme Lucille trouve la période un peu anxiogène. Et donc c'est une exposition qui s'appelle Zombie.
Alors, comme béninois, je suis extrêmement passionné par les zombies, évidemment, et parce que c'est une forme d'eschatologie, c'est une forme de vie intéressante après la mort, encore qu'un peu pénible, parce que ça procède de la magie noire. Et ça, les figures, les statues sont légèrement inquiétantes. Donc on va traiter l'anxiété par l'angoisse. Mais en attendant, allez voir ça. C'est du vaudou haïtien. Le mot de zombie, d'ailleurs, est un mot du Congo. Alors que, comme vous le savez tous, le vaudou est typiquement béninois. Néanmoins, évidemment, tous les esclaves vers les Caraïbes ont participé de la construction du vaudou. Allez voir Zombie. Dites-vous bien que c'est plutôt haïtien qu'il existe un vaudou beaucoup plus doux, plus proche aussi du candomblé de son évolution donc brésilienne. Donc ça préfigure des expositions complémentaires. Néanmoins, voilà, il y a une forme de vie après la mort, pas forcément la plus exaltante, mais quand même assez passionnante. Zombie au musée Jacques Chirac. Nicolas Bavrez. Alors, en guise de contrepoint à l'hommage rendu par Lucille Schmitt à la littérature américaine, je voudrais dire que la foire au prix littéraire est généralement plus commerciale que littéraire, mais 2024 est vraiment un superbe millésime. Et il y a 3 livres qui sont vraiment 3 grands livres et qui, pour une fois, nous parlent effectivement à la fois d'histoire et du grand large. Donc, le Goncourt de Kamel Daoud, À tout seigneur, tout honneur, c'est vraiment le grand livre sur la décennie de plomb des années 90 et la guerre civile que le régime algérien cherche à cacher. Il y a le livre de Gaël Faye, Jacaranda, sur le génocide rwandais. Et puis, il y a le livre de Bonnefoy, Le rêve du jaguar, sur une saga familiale au Venezuela. Et ces 3 livres sont vraiment très bons. Donc, pour une fois, vive les prix littéraires. Jean-Louis Bourlange. À la suite de son hommage à Bertrand Tavernier, vous remercier, Philippe, de m'avoir donné la possibilité de rencontrer et de nouer une relation qui était vraiment très complice avec Bertrand Tavernier. J'ai été tout à fait frappé par sa mort, car on avait quelque chose qui naissait de complicité entre nous, et je dois dire que c'est quelqu'un pour lequel j'ai une immense admiration. Cet homme de gauche qui était profondément ouvert sur ce qui n'était pas lui, le seul homme de gauche qui comprenait le général Lee, par exemple, et dans lequel il voyait autre chose qu'un esclavagiste, qu'il n'était pas. Mais donc, je voudrais vous remercier de ça, parce que ça a été un des grands moments de ma vie personnelle que de le rencontrer, de voir ses films, et de nouer cette relation avec lui. Alors maintenant, je voudrais de signaler, parce que deux livres qui sont très proches. D'abord, Éric Roussel et Laurent Varlouzet, mais Éric Roussel est le excellent biographe du général de Gaulle et excellent biographe de Jean Monnet. Et là, c'est un livre des documents sur Jean Monnet et Charles de Gaulle, préfacé par Michel Barnier. Et c'est assez intéressant parce que moi, je suis assez proche originellement de Michel Barnier, c'est-à-dire des gaullistes qui ont choisi l'Europe, en quelque sorte, et avec Chaban, et là, on a ces 2 personnalités qui sont des personnalités tout à fait antagonistes à bien des égards, mais qui ont en même temps travaillé ensemble, parce que le plan, c'est De Gaulle qui a permis à Monnet d'avoir le commissariat au plan, effaçant d'ailleurs des contentieux antérieurs, et De Gaulle, qui était absolument pas fédéraliste, quand il est arrivé aux affaires, a très bien compris tout l'intérêt qui s'attachait à la fois à l'entente franco-allemande et au marché commun. Et puis je voudrais, dans le même esprit, et je ne vais pas insister, recommander le livre d'Enrico Letta, qui est une sorte de mise en perspective de son rapport, des idées nouvelles pour l'Europe. L'État apparaît dans tous les médias actuellement, et je pense qu'avec la contribution des 2 Italiens, Letta et Draghi, à ce qui pourrait être un réveil de l'Europe, si l'Europe avait l'idée de se réveiller, ce qui n'est pas acquis.
Merci beaucoup. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site et Olivier Magloire aux plateformes de financement, l'arrière-boutique où cette conversation a été enregistrée et Nouvelles Écoutes qui l'a produit. Je vous donne rendez-vous pour mercredi, non pas pour la 3e, mais pour la 4e et dernière conversation sur la comédie française avec Aliette Martin et Olivier Giel. Et puis dimanche prochain, en direct à l'école alsacienne, où vous êtes les bienvenus.